Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Place ce matin à l'audition d'Augustin de Romanet, l'actuel PDG d'Aéroports de Paris qui devrait être reconduit dans ses fonctions à la suite des auditions au Sénat et à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Son audition au Sénat va d'ailleurs être suivie d'un vote. Rappelons que c'est le conseil d'administration d'Aéroports de Paris qui a décidé de proposer au président de la République de reconduire Augustin de Romanet à son poste. Haut fonctionnaire à la tête d'ADP depuis 2012, Augustin de Romanet a salué en début de semaine la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Pacte qui a validé le principe de privatisation du groupe. Il a pointé un environnement ultra concurrentiel et juge que le groupe ADP n'est pas un service public national. Rappelons que le Conseil constitutionnel a aussi donné son feu vert à une proposition de référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, pour contester justement la privatisation d'ADP. Un sujet sur lequel l'actuel PDG va certainement être interrogé. Place donc à l'audition d'Augustin de Romanet. Nous vous accueillons ce matin, Monsieur le Président, dans le cadre des auditions prévues par l'article 13, alinéa 5 de la Constitution, ce qui explique cet aménagement un petit peu inhabituel pour vous de notre salle. C'est une audition donc qui est préalable à votre reconduction aux fonctions de président d'Aéroports de Paris, président directeur général. Vous serez ensuite auditionné à 11h15, je crois, à l'Assemblée nationale. À l'issue de notre audition, je rappelle à mes collègues que nous aurons à nous prononcer sur votre reconduction dans vos fonctions. Et nous procéderons au dépouillement des votes exprimés aux alentours de 13h, c'est-à-dire en même temps que le dépouillement qui aura lieu à l'Assemblée nationale, puisque le dépouillement doit avoir lieu en même temps dans les deux assemblées. Et votre nomination ne pourrait pas avoir lieu, votre reconduction ne pourrait pas avoir lieu si le total des votes négatifs ou défavorables à votre reconduction était supérieur ou égal à 3/5. Alors même si vous êtes bien connu dans cette maison où nous avons eu le plaisir de vous auditionner à plusieurs reprises, je rappellerai rapidement que vous êtes un ancien élève de l'ENA, que vous avez fait une grande partie de votre carrière au ministère du Budget, à la direction du budget. Vous avez eu également des fonctions dans des cabinets ministériels et notamment au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Vous avez été de 2007 à 2012 directeur général de la Caisse des dépôts avant d'être nommé en 2012 président directeur général d'Aéroports de Paris. Vous avez été renouvelé à ce poste en 2014 et le gouvernement propose votre reconduction. Vous dirigez donc Aéroports de Paris, qui est une entreprise très importante, qui gère les 3 aéroports parisiens, Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget. La filiale ADP International gère une vingtaine d'aéroports dans le monde. Vous avez la gestion d'une vingtaine d'aéroports qui représente un total de 280 millions de passagers, dont 105 pour les seuls aéroports parisiens. Aéroports de Paris, c'est un chiffre d'affaires de 4,5 milliards, un résultat net qui a doublé en 5 ans et qui atteint aujourd'hui 610 millions d'euros. De manière moins positive, le classement RLP des aéroports mondiaux qui a été publié récemment laisse apparaître que Charles de Gaulle n'est que 98e sur les 142 aéroports recensés et Orly 101e. Et donc vous nous expliquerez pourquoi ce classement qui n'est pas très flatteur. Au-delà de cette audition et au-delà de l'objectif même de cette audition qui est, comme je le rappelais, de donner un avis sur votre reconduction aux fonctions de président directeur général d'Aéroports de Paris, nous aimerions bien sûr vous entendre sur l'actualité de l'entreprise, une actualité riche, peut-être même un peu trop riche, puisque je rappelle, même si ça n'est sans doute pas nécessaire, que le Parlement a voté récemment la privatisation d'Aéroports de Paris et que peu après, le Conseil constitutionnel a été amené
a validé une proposition déposée par 248 parlementaires qui vise à donner le caractère de service public national aux aéroports de Paris, une proposition qui serait soumise à un référendum d'initiative partagée, si dans la période de 9 mois qui s'est ouverte, 4,7 millions de Français en faisaient la demande. Donc ça crée une période, on va dire, de gel, si ce n'est d'incertitude, pour 9 mois. Ça retarde d'autant la mise en œuvre de la loi votée par le Parlement. Et j'imagine, mais vous nous le direz certainement, que ça n'est pas sans conséquences sur l'entreprise. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en introduction. Il y aura bien sûr certainement d'autres questions sur le Charles de Gaulle Express, sur le 4e terminal de Roissy, sur les projets d'investissement que vous envisagez, notamment dans le prochain contrat de régulation. Bref, les sujets sont nombreux et je vous laisse les évoquer. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis ravi de me retrouver parmi vous pour vous exposer quelles sont les perspectives de l'entreprise. Et j'essaierai de concentrer mon intervention liminaire dans entre 15 et 20 minutes maximum, de façon à pouvoir avoir un échange avec vous plus complet. J'évoquerai 3 points. D'abord, je parlerai des grands enjeux du transport aérien dans le monde, de ceux d'ADP et de ce que nous avons essayé de faire depuis quelques années, dans une première partie. Ensuite, j'évoquerai nos projets. Et enfin, je vous dirai quelques mots sur le sujet de la privatisation. Alors, s'agissant des grands enjeux d'un groupe aéroportuaire comme ADP et leurs évolutions depuis quelques années, j'essaierai de structurer mon propos de façon très simple. Vous savez que j'aime bien la formule suivant laquelle une entreprise n'appartient pas uniquement à ses actionnaires. Elle appartient aussi à ses salariés, à ses clients et au territoire dans lequel elle a son empreinte. Et donc c'est avec cette classification en 4 catégories que j'essaierai de vous situer l'action du groupe ADP et ce que nous avons essayé de faire. D'abord les clients. Alors les clients, c'est quelque chose qui est phénoménal à l'échelle de nos vies, parce que au fond, en quelques générations, le transport aérien va avoir son chiffre multiplié par 80. En 1960, il y avait 100 millions de passagers dans le monde. En 2040, il y en aura plus de 8 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, on passe en un peu moins d'un siècle d'un métier qui n'existait pas à un métier qui devient un métier de masse. Métier qui est composé de 5 activités. Nous sommes des gestionnaires d'infrastructures, donc nous construisons des pistes et des terminaux. Nous assurons la sûreté et la sécurité. Le 3e métier, c'est un métier de commerce de détail, bars et restaurants. Nous avons 80 000 m² à terme de commerce, bars et restaurants à Charles de Gaulle et Orly, ce qui fait plus que les Galeries Lafayette. De facto, nous sommes un métier d'hospitalité, puisque un aéroport, c'est un hôtel où les gens ne dorment pas. Et puis, nous avons également une activité immobilière, puisque nous avons plusieurs centaines d'hectares que nous devons aménager et lotir, enfin, équiper en bureaux, installations logistiques, etc. Donc, les besoins des clients. Les besoins des clients, c'est que cette masse croissante de clients, elle doit pouvoir être accueillie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en permanence en travaux. Lorsqu'on a inauguré Orly en 1961, le patron de TWA disait, vous savez, moi ça fait 15 ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais vu un aéroport qui n'était pas en travaux. Et pourquoi nous sommes toujours en travaux? Parce que aucun d'entre vous ne s'est rendu compte, moi non plus d'ailleurs avant de préparer cette intervention, qu'entre 2013 et maintenant, nous avons accueilli à Paris l'équivalent, en nombre de passagers supplémentaires, l'équivalent de 2 fois l'aéroport de Marseille. C'est comme si, depuis 6 ans, nous avions construit 2 aéroports de Marseille nouveaux, puisque en 2012, nous avions 88 millions de passagers à Paris, et cette année, nous en aurons probablement plus de 107. L'an dernier, nous en avons accueilli 105,3. Donc, le métier de l'aéroport, c'est en permanence
de vérifier qu'il accueille les passagers dans des conditions acceptables, dans des salles d'embarquement dignes de ce nom, dans des avions qui soient le plus possible au contact. Et je sais que c'est un sujet qui préoccupe le Sénat parce que vous avez beaucoup de lignes OSP qui sont malheureusement trop souvent au large. Donc il faut maximiser les avions au contact, il faut maximiser la taille des salles d'embarquement, le tout sans troubler les passagers du quotidien, et il faut que pendant les travaux, la vente continue. Donc, s'agissant des clients, nous sommes efforcés d'optimiser les terminaux dans une logique qu'on appelle One Roof, c'est-à-dire qu'on fusionne beaucoup de terminaux. Vous savez qu'à Charles de Gaulle, les terminaux sont très éclatés. Donc, mon prédécesseur avait fusionné le A et le C. Nous avons poursuivi la fusion du B et du D. Et puis, nous fusionnons des satellites du terminal 1. Le terminal 1 a été construit avec une collection de petits satellites destinés, on va dire, à accueillir le Concorde. 100 passagers par avion. On a aujourd'hui des A380 avec 500 passagers. Donc il est absolument impossible d'accueillir dignement les passagers dans ces satellites. Donc les clients demandent des conditions d'accueil satisfaisantes, et c'est la raison pour laquelle nous entreprenons des grands travaux. Nous avons entrepris des grands travaux depuis 5 ans, je ne vais pas vous les énumérer parce que j'ai promis d'être court, et nous avons des projets très importants pour les 5 ans qui viennent. Le rôle d'un aéroport, c'est aussi d'être au service de la connectivité, et les clients demandent de la connectivité. Et pourquoi Paris est une ville attractive? Notamment parce qu'elle a la première connectivité d'Europe, avec 331 villes desservies, 117 pays, et nous avons notamment la fierté d'être la première ville européenne qui est reliée à la Chine. Nous avons 14 destinations en Chine. Et c'est un point important puisque nous n'avons pas encore vu le vrai développement du tourisme des Chinois. Il y a à peu près 1,4 milliard de Chinois, il y a 100 millions de touristes chaque année, et on nous dit qu'il pourrait y avoir 50 millions de visas supplémentaires décidés par la Chine à partir de l'an prochain. Ce qui veut dire que, vous l'avez vu, nous avons mis du chinois partout dans notre signalétique, nous nous apprêtons à accueillir ces touristes qui sont désireux de connaître notre pays. Donc les besoins des clients, c'est les espaces, la connectivité, la qualité de service. Alors là, je ne veux pas trop développer parce que vous aurez sûrement beaucoup de questions, mais sachez que la qualité de service, c'est notre préoccupation du quotidien. Et lorsque nous avons un classement Airport Helper qui fait un classement sur la base qui est principalement pondéré par les retards des avions, il est absolument inégalitaire, puisqu'entre l'aéroport de Viracopos au Brésil ou l'aéroport de Tenerife, qui ont 4 avions par jour, et l'aéroport d'Israël, il n'y a évidemment pas d'égalité. Donc dans ce classement AirHelp, dont je note d'ailleurs que le dernier du classement est un aéroport qui n'est pas géré par ADP, mais c'est l'aéroport de Lisbonne qui a fait des progrès considérables en termes de qualité de service. Donc je dirais que ce classement AirHelp, il est tout aussi injuste pour Lisbonne, qui est injustement classé dans les derniers, alors même qu'il est géré par Vinci, que pour les aéroports d'ADP. La réalité est la suivante. En termes de qualité, nos équipes font des efforts considérables, même si le mot qualité de service est apparu dans l'histoire d'ADP en 2010. Donc c'était mon prédécesseur et son directeur général qui ont mis dans les plans stratégiques cette notion de surveillance de la maintenance des escalators, de surveillance de la qualité des salles d'embarquement extrêmement tard dans l'histoire du groupe. Vous savez que le groupe a été créé en 1946. Donc nous essayons de rattraper le retard. Et nous avons des bons résultats puisque, comme vous l'avez vu, nous avons gagné 65 places dans le classement Skytrax à Charles de Gaulle. Et puis, les classements, on peut leur faire un peu dire ce qu'on veut. Je pourrais vous dire que, par exemple, Charles de Gaulle est le 4e meilleur aéroport d'Europe occidentale. Cela dit, ce n'est pas pour ça que vous serez content qu'il y ait encore trop d'embouteillages à l'arrivée du 2E. Le matin, au 2E, parfois, on se bagarre contre, il y a encore 30 minutes d'embouteillage en voiture. C'est pas parce que je vous dis qu'on est 4e en Europe que vous allez me dire que vous êtes satisfait du fait que la police aux frontières soit encore trop souvent absente des aubettes et que vous attendiez 25 minutes pour faire contrôler vos passeports. C'est pas une raison pour ne pas vous mécontenter du fait que parfois les bagages sont en retard. Dans tous ces domaines, nous prenons les sujets à bras-le-corps et j'aurai l'occasion de vous expliquer, si vous le souhaitez, dans la réponse aux questions, les actions concrètes que nous menons au quotidien pour essayer d'adresser ces requêtes. Globalement, la situation progresse de façon continue. Le 11 juin, nous allons mettre en place des nouveaux uniformes, probablement plus élégants pour l'ensemble des collaborateurs d'ADP qui font l'accueil.
Et donc, nous avons, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Bienvenue à Paris, mis en place une nouvelle organisation avec beaucoup plus de personnes qui seront en mobilité dans les linéaires, de façon à accueillir les passagers comme s'ils arrivaient dans un grand hôtel, c'est-à-dire les aider à s'orienter et à retrouver leur chemin. Donc voilà, j'ai fait un long développement sur le premier des stakeholders d'une entreprise, ce sont les clients. Bon, nous avons également à satisfaire les actionnaires. Alors qu'est-ce que nous demandent les actionnaires? Les actionnaires nous demandent de la rentabilité, de la responsabilité, de la prévisibilité. La rentabilité, je crois que nous l'avons donnée à nos actionnaires. Il y a une mesure de la rentabilité pour un actionnaire qu'on appelle le TSR, Total Shareholder Return. Ça veut dire quel est le rendement d'un euro que vous mettez dans l'entreprise à une date donnée. Eh bien, si un actionnaire avait décidé de mettre ses euros dans l'entreprise en novembre 2012 ou en janvier 2013 et qu'il avait retiré son argent en décembre 2018, il aurait eu un rendement annuel dividende réinvesti de 22,5%. Avec la baisse du cours subséquente aux décisions récentes, ce TSR est ramené à 19%. On peut dire que donc, du côté des actionnaires, nous avons, je pense, rempli le contrat. Les actionnaires attendent aussi de la responsabilité, ils attendent une entreprise socialement responsable. Et dans ce domaine, nous avons énormément progressé, et dans les notations, et dans les classements, et dans l'action quotidienne, naturellement. Et puis, l'actionnaire attend de la prévisibilité, c'est-à-dire qu'il attend des dividendes qui soient réguliers et pas trop volatiles. C'est ce qui s'est passé, puisque, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous avons un taux de distribution, nous avons un bénéfice qui a doublé depuis 5 ans, continuellement, et donc le dividende a continuellement progressé, puisque nous avons une règle qui est de distribuer systématiquement 60% de nos résultats. Donc, lorsque nous faisons 610 millions de résultats, nous en distribuons un peu plus de 300 millions d'euros à nos actionnaires, la moitié, naturellement, revenant à l'État. Donc, s'agissant des actionnaires, voilà la situation. S'agissant des salariés, notre objectif a été de permettre à chaque salarié d'ADP de se développer dans son travail. Je crois qu'une entreprise ne fonctionne pas bien si ses salariés ne sont pas au clair sur les buts de l'entreprise, s'ils ne sont pas en mesure d'être épanouis et s'ils ne sont pas en mesure d'avoir la certitude qu'ils auront un avenir professionnel. Donc nous portons beaucoup d'attention à la formation professionnelle, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et nous avons un dialogue social qui est nourri, nous avons des accords sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sur la diversité. Nous sommes très fiers d'avoir un taux de recrutement de handicapés qui est de 7%, donc très au-dessus des contraintes théoriques exigées par la loi, et nous allons multiplier par 2 le nombre d'apprentis et le nombre d'alternants. Par ailleurs, vous le savez, nous avons déménagé notre siège social à Charles de Gaulle, ce qui a eu pour avantage de nous rapprocher de nos clients et pour inconvénient de créer des conditions de transport un peu plus délicates pour nos salariés que nous avons accompagnés du mieux que nous pouvions. Enfin, la 4e partie prenante à laquelle nous portons attention, ce sont naturellement les territoires. Notre objectif est que les nuisances qui sont créées par les aéroports soient plus que compensées par les externalités positives qui sont liées notamment aux emplois créés. Donc, nous nous battons pour l'accessibilité par les transports publics, la ligne 14 à Orly, la ligne 18 entre Orly et Saclay, naturellement la ligne 17 dont nous nous sommes efforcés de vérifier qu'elle n'arriverait pas trop tard. Vous savez qu'elle va arriver en 24 au Bourget Aéroport, et c'est une ligne qui est très importante puisqu'elle desservira ensuite le futur terminal 4 de Charles de Gaulle et le Mesnil-Amelot, très important pour les passagers du quotidien. Et puis nous militons aussi pour la liaison directe CDG Express. Chaque million de passagers supplémentaires, c'est environ 1000 emplois directs et 4000 emplois indirects. C'est-à-dire que chaque année, le croît naturel qui est exigé par la hausse du transport aérien amène à Paris environ 3 millions de passagers. C'est-à-dire que c'est une création d'emplois entre 10 et 15 000 personnes. Et donc, je reviendrai tout à l'heure sur le fait que cette croissance du transport aérien n'est probablement pas soutenable sur la durée du siècle. Et je pense qu'un jour ou l'autre, les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, nous aurons une diminution de la croissance du transport aérien. Mais ce que je n'ai pas dit dans ma première partie, c'est qu'aujourd'hui, un Indien moyen voyage 28 fois moins qu'un Américain. Donc, dès lors que les personnes des pays émergentes accèdent au statut de classe moyenne, elles veulent voyager. Et elles veulent voyager, vous le savez, à des prix qui défient toute concurrence, puisque dans n'importe quel pays d'Asie, pour aller d'un pays à l'autre, ça vous coûte environ $35.
par les compagnies low cost. Donc nous allons devoir faire face à cette hausse du transport aérien et nous nous efforçons que ça se fasse dans des conditions environnementales raisonnables, c'est-à-dire notamment nous pénalisons les avions qui font du bruit. Nous essayons, dans la nouvelle structure tarifaire du contrat de régulation économique numéro 4, de favoriser les avions qui polluent moins. Et ne serait-ce que dans nos discours, vous voyez, lorsque, par exemple, publiquement, nous nous sommes exprimés il y a 2 mois pour dire que nous n'étions plus très amis des avions qui polluaient beaucoup et qui faisaient beaucoup de bruit à Orly, notamment les 747, ben nous sommes entendus. Il y a peu de jours, j'ai reçu les actionnaires allemands de la compagnie Corsair qui m'ont dit « Monsieur le Président, on vous a bien entendu, on va progressivement faire disparaître les 747 d'Orly », ce qui est évidemment très favorable pour les riverains. Donc, s'agissant du bruit, ce qu'on appelle l'indice global moyen pondéré de bruit, c'est notre indicateur de mesure. À Charles de Gaulle, il était de 93 en 2007. Aujourd'hui, il est de 67. Donc, l'amélioration de la qualité des avions permet non seulement de maîtriser, mais aussi de réduire le bruit. Et puis, le groupe ADP a une action importante en matière d'insonorisation, puisque nous gérons le dispositif de la taxe sur les nuisances en finançant l'isolation de tous les bureaux et toutes les maisons qui sont aux alentours des aéroports. Et puis, plus généralement, l'attention que nous portons au territoire, elle nous a conduit, de façon volontaire, nous n'étions pas obligés, à faire une concertation entre le 12 février et le 12 mai sur l'extension de la capacité d'accueil de Charles de Gaulle, sans créer aucune nouvelle piste. Nous devons, pour que les avions soient au contact et pour que les passagers soient accueillis dans des conditions raisonnables, nous devons construire des nouvelles installations terminales, ce qui nous a conduit à une concertation dans 488 communes. Nous avons distribué 200 000 dépliants, fait 10 réunions publiques, 13 ateliers, et nous avons reçu 110 000 contributions formalisées. Alors, je m'aperçois que je suis déjà trop long, donc je vais être plus bref dans ma deuxième partie. S'agissant de nos projets visent à réaliser ce triangle magique qui consiste à donner satisfaction à nos salariés, à nos clients, c'est-à-dire des capacités terminales supplémentaires, à permettre aux compagnies aériennes d'avoir des tarifs qui soient le moins élevés possible, puisque le but d'un aéroport, je n'en ai pas parlé, mais c'est d'attirer le maximum de compagnies aériennes. Et donc nous savons que les tarifs sont un élément important, notamment qu'on veut attirer des compagnies d'autres continents. Et troisièmement, en continuant à assurer l'épanouissement de nos salariés, puisque nous savons que c'est de leur équilibre personnel, individuel, que viendra la performance collective. Alors, dans ce contrat de régulation économique, nous avons essayé de minimiser les investissements, puisque nous savons que les investissements sont payés par nos clients. Néanmoins, comme nous venons au bout de la logique qu'on appelle One Roof, c'est-à-dire les fusions de terminaux, nous sommes obligés de prévoir un terminal supplémentaire. Ce qui explique que créer un terminal supplémentaire, tout en étant respectueux des clients qui ne supportent plus les embouteillages et qui ne supportent plus le fait que pour accéder à Charles de Gaulle, je sais qu'il y a plusieurs sénateurs de la Manche ce matin, je les salue respectueusement et je leur indique que souvent, l'exemple que je prends, c'est que Charles de Gaulle, c'est le Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire que c'est une île magnifique qui est desservie à Paris par 2 digues. La digue de l'autoroute A1 et la digue du terminal, la digue du RERB. Mais il suffit que ces 2 digues soient cassées pour qu'on ne puisse plus accéder à Charles de Gaulle. Et donc, comme il n'y a quasiment pas d'hélicoptère, vous pouvez très bien vous trouver dans une situation où un passager japonais arrive à 6 h du matin à Charles de Gaulle pour assister à la Fashion Week à midi, et on lui dit à 6 h du matin, non, désolé, vous ne pouvez pas aller à Paris en bus ou en taxi, et vous ne pouvez pas aller à Paris en RERB. Donc cette situation est fragile, et donc il faut qu'on multiplie les voies d'accès routières pour éviter les embouteillages et pour éviter les accidents. Et puis, vous savez, nous avons aussi le projet du 7G Express. Donc, le premier projet, c'est donc de mener ce contrat de régulation économique numéro 4. Je vous donne simplement les chiffres de base, puis je rentrerai dans les détails si vous le souhaitez. Sur la base de notre coût moyen pondéré du capital, qui est de 5,6%, vous savez que la régulation des aéroports fait que, contrairement à d'autres régulations, nous, notre rentabilité est plafonnée. C'est la raison pour laquelle, et j'y reviendrai,
si d'aventure la société était privatisée. Il n'y a aucun risque de surrentabilité du groupe, puisque l'État vérifie qu'à aucun moment la rentabilité de la caisse régulée n'excède le coût moyen pondéré du capital, qui est aujourd'hui de 5,6%. Donc sur la base de ce coût moyen pondéré du capital, sur la base des efforts de productivité que vont faire nos équipes, nous allons réduire nos dépenses de 130 millions d'euros par rapport à la tendance. Je vous rappelle que sur le contrat de régulation économique numéro 3, nous avons réussi à ce que nos dépenses annuelles croissent entre 1 et 2%, alors que la tendance précédente était de plus 7% par an. Donc, en réduisant nos dépenses, en investissant 6 milliards d'euros, sur la base d'un coût moyen pondéré du capital de 5,6, nous allons pouvoir augmenter les tarifs simplement de prix plus 1,35%, ce qui va continuer à nous mettre très en dessous de Francfort, très en dessous de Londres, en matière de valeur absolue, et en dessous des principaux aéroports européens en matière de croissance des tarifs. L'ensemble de ce développement n'est possible qu'à la condition de minimiser l'empreinte carbone et de minimiser l'empreinte sonore et l'empreinte sur la pollution de l'air. C'est la raison pour laquelle nous avons diminué de 70% nos émissions de CO2 par passager depuis 2002 et nous nous sommes fixé un objectif de neutralité carbone en 2030 sans avoir recours à l'achat de quotas de compensation. Donc ce sera une vraie neutralité carbone. Pour ce faire, nous utilisons des investissements importants dans la géothermie. Nous allons faire de la géothermie non seulement à Orly, mais aussi à Charles de Gaulle. Nous avons une centrale qui chauffe le quart de l'aéroport de Charles de Gaulle avec du bois. Nous installons des prises qu'on appelle ACU sur les points de parking pour éviter que les avions ne se fournissent en groupe électrogène extrêmement consommateurs de pétrole lorsqu'ils sont entre deux rotations. Et nous avons décidé de fixer un prix interne du carbone pour nos investissements et le fonctionnement d'entreprise à un niveau extrêmement élevé et aussi ambitieux que possible pour mordre sur nos comportements. Donc après de multiples itérations, nous avons finalement décidé de fixer un prix du carbone qui atteindra 100 € en 2025. On commence à 50 €, mais dès 2025, nous aurons un prix interne du carbone à 100 €, ce qui nous donne un espoir raisonnable de modifier nos comportements pour être neutres en carbone en 2030. Nous proposons également des structures tarifaires qui pénalisent les avions les plus bruyants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un avion A320 Neo émet 2 fois moins d'agents polluants qu'un A320 d'ancienne génération. Par ailleurs, nous militons discrètement mais fermement pour que la DGAC mène à bien le projet des descentes continues des avions. Le projet de descente continue, pour résumer, c'est un mécanisme qui permet de systématiser des descentes d'avions sur des routes prédéterminées, qui limite très fortement le recours au moteur des avions pendant la descente et qui limite très fortement la dispersion des routes des avions à l'arrivée. Pour résumer, aujourd'hui, nous avons un système dans lequel chaque avion est pris en charge par un contrôleur aérien à 30 km de l'aéroport et le contrôleur aérien lui fait un parcours sur mesure. Donc quand vous regardez les graphiques, vous avez des espèces de cheveux d'ange qui arrivent sur l'aéroport. Notre objectif, c'est de créer des espèces de couloirs qui fassent que les avions ne prennent qu'un seul couloir prédéterminé, qui ne soit plus conduit par des contrôleurs manuellement, entre guillemets, mais qui soit conduit par ordinateur. Et ce faisant, notre espoir est de beaucoup minimiser les nuisances aériennes produites par les arrivées. Donc ça, c'est un travail un peu de l'ombre, mais nous savons avec nos collègues de la DGAC que c'est un travail qui est très productif. Bon, je ne vais pas développer, mais nous avons aussi beaucoup d'activités pour favoriser l'emploi des personnes aux alentours de nos aéroports. Une des difficultés que nous avons à Charles de Gaulle, c'est de permettre le meilleur accès à l'emploi possible des territoires avoisinants, et en particulier des territoires qui sont de l'autre côté de l'autoroute 1, puisque vous le savez, une des tragédies de cette zone, c'est que parfois, un habitant de Gonesse qui veut aller travailler à Charles de Gaulle est obligé de passer par la gare du Nord, compte tenu de l'absence de ligne transversale. Donc nous finançons une ligne, un service de bus qui s'appelle Filéo,
qui permet aux personnes qui commencent très tôt le matin, puisque quand vous commencez à Charles de Gaulle dans un magasin, vous pouvez commencer à 6 heures du matin. Donc il faut quitter votre domicile à 4h30. Et donc les gens peuvent appeler la compagnie de bus qui vient à quelques hectomètres de leur domicile pour les prendre à la demande. Donc ça, c'est un service qui est très apprécié à Charles de Gaulle que nous allons mettre en place probablement dans la région d'Orly. Et puis nous avons des services, par exemple, de location de voitures, c'est-à-dire qu'un travailleur jeune qui débute, pour 70 ou 80 euros par mois, a droit à louer une voiture, tout frais payés, enfin frais d'entretien, etc., pour aller travailler. Bon. Pour conclure, parce que je suis définitivement beaucoup plus long que ce que j'avais promis, 3 mots sur la privatisation. Alors, sur la privatisation, vous le savez, depuis que je suis arrivé dans cette entreprise, j'ai veillé à considérer que la privatisation était un événement qui m'était extérieur. C'est-à-dire que j'ai toujours dit à nos équipes, ne vous inquiétez pas, si la privatisation a lieu, ça peut être une bonne nouvelle. Et si la privatisation n'a pas lieu, c'est une bonne nouvelle. Je leur ai toujours dit, vous savez, vous avez tous peur. En 2002, en 2012, vous voyez une inquiétude, on va être acheté par Pierre, on va être acheté par Paul. Je leur ai dit, écoutez, n'ayez pas peur. Il faut que vous soyez performants. Il faut que vous fassiez augmenter le cours de l'action et vous garderez la maîtrise de votre destin. Et les salariés ont parfaitement adhéré à cette démarche qui leur a fait consentir des efforts. On a gelé les rémunérations, on a gelé la valeur du point pendant 3 ans. Et les salariés ont été conscients du fait que ne pas augmenter trop les tarifs aériens était aussi de leur responsabilité. Et donc, les salariés, aujourd'hui, savent qu'ils sont suffisamment forts, suffisamment compétents, pour que l'une des 4 parties prenantes qu'est l'actionnaire change ou pas, ça ne changera pas leur existence. En d'autres termes, l'entreprise dispose aujourd'hui de collaborateurs suffisamment conscients de leurs devoirs, suffisamment précis sur leur vision de ce que doit être l'entreprise pour qu'ils puissent vivre avec toutes sortes d'actionnaires. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire en introduction que notre objectif a été d'immuniser l'entreprise contre l'existence de tel ou tel actionnaire, ou contre le changement d'actionnaire, pardon. Et vous l'avez vu, le fait d'avoir un actionnaire État ne nous a pas interdit d'être, en 2018, le leader mondial de la gestion des aéroports avec 280 millions de passagers. J'ai vu avec satisfaction que M. Le Maire nous a déclaré dans le journal du dimanche dernier qu'il estimait utile qu'ADP puisse être un leader mondial. Eh bien, nous avons pu le faire avec l'État actionnaire. Alors je dis nous avons pu le faire parce que vous le savez, comme nous allons perdre l'exploitation de l'aéroport d'Istanbul en 2019, enfin nous l'avons perdu depuis le 6 avril, il se peut que dans les classements mondiaux, nous ne soyons plus le leader en 2019. Ça dépendra de savoir si on va gagner le Japon ou la Bulgarie, et puis des performances des compétiteurs aussi. Donc, pour nous, la privatisation a toujours été quelque chose que nous regardions avec sérénité. Lorsque, il y a 2 ans, le gouvernement nous a exprimé le souhait de rédiger un texte de loi l'autorisant à descendre en dessous de 50% du capital, nous avons eu avec lui des discussions qui ont conduit à un texte qui, à notre avis, préserve le modèle économique et social d'ADP et même le renforce. Ce texte renforce les pouvoirs de l'État sur le foncier. Ce texte permet à l'État de reprendre possession de l'entreprise pour sa partie parisienne dans 70 ans. Et ce texte accroît l'influence de l'État sur un certain nombre de décisions de l'entreprise. Donc, c'est ce que j'avais eu l'occasion de dire dans un journal il y a à peu près 1 an. La privatisation, dans ces conditions, peut être une chance pour l'entreprise. Il y a peut-être d'autres conditions qui devraient être réalisées, mais si vous le souhaitez, je répondrai à vos questions. Bon, s'agissant du référendum d'initiative partagée, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Et s'agissant de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Pacte, je ferai simplement le commentaire que cette décision reconnaît que nous sommes une activité concurrentielle. Tous les jours, nous nous battons contre les grands hubs, Londres, Amsterdam, Francfort, Istanbul, Oman, Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, qui sont des compétiteurs pour capter des passagers d'Amérique latine qui veulent aller en Chine ou des passagers de Russie qui veulent aller en Amérique. Et tous ces passagers-là sont obligés de faire des correspondances, puisque vous le savez, le rayon d'action maximal d'un avion, c'est 15 000 km. Et donc, dès que vous vous déplacez sur une distance de ce type, vous êtes obligé d'avoir une correspondance.
Voilà, j'étais un petit peu long, pardon, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas été long, vous avez été complet. Juste deux petites remarques avant de donner la parole à mes collègues qui ont souhaité s'exprimer. Tout à l'heure, vous avez dit que l'un des enjeux était que les compagnies aériennes payent le moins cher possible. Il y a justement un certain nombre de réactions déjà des compagnies aériennes par rapport au fait que dans le prochain contrat de régulation économique, vous envisagiez une augmentation, je crois, d'1,35% par an de la redevance. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction entre cette volonté affirmée et cette réaction des entreprises? Et puis le deuxième point en réaction à ce que vous avez dit, vous avez évoqué à juste titre les difficultés d'accès lorsque l'on arrive à Roissy notamment, et c'est vrai que sur les dernières centaines de mètres, on peut mettre une demi-heure facilement et donc mettre autant de temps que pour la partie centre de Paris à bord de l'aéroport. Vous auriez pu aussi mentionner, je crois que vous ne l'avez pas fait, quelque chose qui agace beaucoup, c'est les embouteillages à l'intérieur de l'aéroport. Très souvent, on a des attentes très longues pour accéder au contrôle de sécurité, y compris quand on utilise des voies censées être plus rapides. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez pénalisant, parce qu'en plus, les deux embouteillages extérieurs et intérieurs se cumulant, il faut de plus en plus anticiper quand on a des vols, surtout à certaines heures précises de la journée. Alors, s'agissant du premier point, l'entreprise va investir 6 milliards d'euros. Je vous rappelle que lors du contrat de régulation économique numéro 3, qui a couvert la période 2016-2020, nous avons investi 3 milliards d'euros dans le secteur régulé. Et en face de ces 3 milliards d'euros, nous avons demandé aux compagnies aériennes une hausse des tarifs de prix plus 1%. Là, nous allons doubler les investissements et nous allons demander aux compagnies aériennes une hausse de prix de 1%, de 1,35%. Donc on va augmenter simplement de 35 centimes le rythme annuel de hausse des prix, alors que les investissements vont doubler. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible? Vous allez me dire, vous avez une baguette magique. Non. Ce que l'entreprise a fait, avec le concours de collaborateurs qui ont accepté une certaine rigueur par rapport aux coutumes anciennes, c'est que en 2015, nous avions un taux de rentabilité des capitaux engagés qui était de 3,8%. Et vous le savez, la loi dispose que nous avons l'autorisation d'avoir une rentabilité des capitaux engagés égale au coût moyen pondéré du capital, qui est de 5,4. Donc en fait, nous étions en sous-rentabilité. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réduit nos dépenses, nous avons augmenté très modérément nos tarifs, et depuis 2016, nous avons augmenté chaque année notre rentabilité des capitaux engagés pour atteindre une situation où en 2020, nous aurons une rentabilité des capitaux engagés qui sera très légèrement supérieure au coût moyen pondéré du capital. Ce qui veut dire que, alors que lorsque nous avons commencé le contrat de régulation économique numéro 3, nous partions avec un handicap et qu'il fallait qu'on augmente les prix pour rattraper notre rentabilité et pour financer les investissements futurs, pour le contrat de régulation économique numéro 4, donc celui qui va venir entre 2021 et 2025, non seulement nous n'allons pas être obligés d'augmenter notre rentabilité, mais nous allons même la baisser. Alors vous allez me dire, vous êtes complètement démagogique. Non. À partir du moment où la loi nous autorise à avoir un taux de rentabilité égal au coût moyen pondéré du capital et que ce CMPC est de 5,6, et que nos prévisions sont qu'en 2020, nous serons à 5,8, donc nous aurons un tout petit peu d'avance sur notre rentabilité. Eh bien, nous allons avoir une courbe descendante de rentabilité, c'est-à-dire qu'entre le début du contrat de régulation économique et la fin, notre rentabilité va légèrement baisser, de façon à ce qu'en moyenne, elle s'établisse à 5,6. Donc, je pourrais être plus long, mais je peux vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes très conscients de nos responsabilités sur le fait de ne pas augmenter trop les tarifs. J'ajoute que nos redevances aéronautiques représentent dans le PNL d'une compagnie aérienne, comme Air France, 2% de son compte de résultat. C'est-à-dire l'équivalent de quelques heures de grève. Quand nous augmentons nos tarifs d'1%, c'est peut-être 2 heures de grève. Donc, ce que
les compagnies comprennent, je crois, parce que nous sommes très attentifs à beaucoup parler avec elles, c'est que les compagnies ont intérêt à avoir un aéroport qui soit en forme, qui investisse, qui soit à leur écoute, et qui continue à faire des efforts pour sa productivité à lui et pour leur productivité à eux. Une de nos grandes ambitions, c'est de pouvoir investir pour réduire les coûts d'exploitation des compagnies aériennes. Quand nous construisons un nouveau trieur à bagages, nous permettons aux compagnies aériennes de supprimer les conducteurs de chariots pour les valises. Lorsque nous installons des systèmes de self-boarding, d'enregistrement automatique, lorsque nous installons des systèmes d'enregistrement des bagages automatiques, les compagnies aériennes peuvent économiser du personnel. Et c'est dans ce dialogue, je trouve, que se situe la performance. S'agissant des embouteillages, vous avez parfaitement raison, sur les embouteillages de la police aux frontières, à l'intérieur de l'aéroport. Nous sommes des paratonnerres. C'est-à-dire que nous prenons la foudre de tous les passagers et nous devons la transmettre à ceux qui en sont responsables, c'est-à-dire les autorités de l'État, puisque vous le savez, la police aux frontières, c'est une compétence de l'État. Alors, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à la manœuvre. Nous avons pris la décision d'acheter nous-mêmes les systèmes PARAF, parce que si on avait attendu l'État, on aurait attendu un peu de temps. Nous avons pris nous-mêmes la décision de mettre les feux pour qu'on valide le système PARAF à reconnaissance faciale. Nous avons mis en place un système de mesure. Vous n'améliorez jamais que ce que vous mesurez. Ce qui fait que pendant les saisons de congés, donc les vacances de Noël, de Pâques, l'été, toutes les autorités de l'aéroport, la police aux frontières, tous les patrons d'unités opérationnelles, tous les dirigeants d'ADP ont sur leur iPhone le temps d'attente de chaque terminal toutes les heures. Et donc, on monitore le plus près possible une situation qui est rendue difficile par le fait que nous ne maîtrisons pas les vacances des policiers, nous ne maîtrisons pas les temps de formation, nous ne maîtrisons pas ce qui se passe entre le moment où ils sont mutés et le moment où ils arrivent sur place. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que le Premier ministre a pris le dossier sérieusement en juillet 2018, puisqu'il a donné des limites maximales de temps d'attente, et que le ministère de l'Intérieur a fait des efforts, puisqu'il a accru le nombre de policiers à Charles de Gaulle et à Orly de plus de 200 depuis 2 ans, ce qui a permis d'éviter qu'on ne retrouve les situations tragiques de 2017. Le 14 juillet 2017 à Orly, on avait 3 heures de queue. Bon. Donc, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que le sujet est parfaitement identifié. J'envoie chaque semaine le relevé des temps d'attente. Les temps d'attente supérieurs à 30 minutes pour les passagers Schengen et supérieurs à 45 minutes pour les passagers étrangers n'excèdent pas 4 ou 5 par semaine, même si je reconnais que ces chiffres sont encore un peu élevés. Merci beaucoup. Je vais donner la parole tout de suite à Madame Bonnefoy, qui est rapporteure pour avis du budget des transports aériens. Alors, on a convenu entre nous de vous poser des questions brèves pour que vous ayez le temps d'y répondre brièvement et qu'on puisse éventuellement ensuite répliquer à votre réponse. Je rappelle que vous devrez nous quitter dans à peine plus d'1 heure. Donc j'invite mes collègues à faire des questions brèves et si possible, Monsieur le Président, je vous demande de faire de même pour vos réponses pour que tout le monde puisse s'exprimer. Madame Bonnefoy. Bonjour Monsieur le Président, je vous remercie pour votre présentation. Moi j'aurais 3 questions brèves à vous poser. La première, donc comme nous le savons, le transport aérien représente aujourd'hui 2% des émissions totales de gaz à effet de serre. La hausse du transport aérien devrait largement accroître cette part. En France, le secteur est pourtant totalement exonéré de TICPE et vous connaissez les critiques que cela soulève. Le projet d'ADP à l'horizon 2025 s'appuie sur une augmentation des investissements dans les capacités aéroportuaires et donc sur une hausse du transport aérien qui semble par conséquent peu compatible avec les objectifs climatiques. Ma première question est donc celle-ci. D'après vous, l'urgence climatique ne justifie-t-elle pas aujourd'hui une contribution du secteur aérien proportionnelle à son empreinte carbone ? Est-ce que la stratégie de développement des capacités aéroportuaires pour accompagner la croissance du trafic aérien vous paraît donc compatible avec les engagements climatiques pris dans le cadre de l'accord de Paris ? C'est donc ma première question. La deuxième, selon le rapport publié en février dernier par le préfet de région Michel Cadot, les travaux permettant la mise en service du CDG Express pour les Jeux Olympiques de 2024 entraîneront des coupures de circulation importantes sur les RER B,
dont les usagers seront bien sûr pénalisés et probablement obligés de prendre des bus de substitution pour se déplacer. Donc, ma question, faut-il à tout prix maintenir l'objectif de fin des travaux pour 2004 ou n'est-il plutôt pas plus raisonnable d'envisager la livraison des travaux pour 2027 afin de garantir aux usagers une continuité de service? Et ma dernière question, ADP dispose d'une envergure internationale importante via sa filiale ADP International qui assure la gestion d'une vingtaine d'aéroports dans le monde. Donc, quelles sont les perspectives de croissance d'ADP International d'ici 2025 et notamment quels projets d'investissement internationaux pourraient être privilégiés? Je vous remercie pour vos réponses. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Le transport aérien n'est pas dans ce qu'on appelle la COP 21. Il a un accord spécifique qui s'appelle le CORSIA, qui a prévu que les émissions de gaz à effet de serre soient au même niveau en 2030 qu'en 2015, de mémoire. Donc, est-ce que les armes montent jusqu'au ciel? Je vous ai dit dans mon introduction que je pense que non. Et je pense que notre siècle va voir la collision entre, d'une part, la demande des classes moyennes du monde entier de toujours voyager plus et la réduction des gaz à effet de serre. Bon, donc je l'ai déjà dit sur une radio il y a 2 ans. Est-ce que dans 50 ans, ça sera socialement acceptable qu'une famille aille passer ses vacances aux Maldives à Noël? Je pense que la réponse est non. Je vous dis très clairement. Bon. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de l'histoire où il y a encore une tellement forte demande sociale de transport aérien que même si vous doubliez la taxe carbone, les gens continueraient à voyager. Et par ailleurs, on peut se demander s'il est légitime qu'au motif qu'on a la possibilité de payer, on a la possibilité de polluer. Parce qu'après tout, le principe pollueur-payeur, ça veut dire que je paye, donc je peux polluer. Bon, donc je suis paradoxal, mais... Donc, ce qui est clair, c'est que le monde du transport aérien est un des rares mondes du transport collectif qui paye complètement ses infrastructures. Contrairement au chemin de fer, par exemple, qui est subventionné à plus de 50%, transport aérien, il paye ses infrastructures, il est déjà très lourdement taxé. Donc moi, je veux bien toutes les taxes qu'on veut, mais que ça se fasse au niveau mondial. Parce que si on décide, nous, de taxer Air France, on va encore faire le lit des compagnies concurrentes du Moyen-Orient, etc. Donc, j'étais trop long, mais voilà ce que je pense. CDG Express. Bon, il est établi qu'il faut tenir compte des difficultés des passagers du quotidien. Ce que je ne voudrais pas, mais je pense que le débat que nous avons aujourd'hui le permet, c'est qu'il soit pris comme bouc émissaire. Il y a 30 chantiers dans le faisceau nord de l'Île-de-France dans les 5 ans qui viennent. 30. CDG Express, c'est quelques pourcents. Simplement, dès qu'il y a un problème dans le faisceau nord, on dit « Ah, ben c'est de la faute de CDG Express ». Non. Alors, ce qui est vrai, c'est que personnellement, je ne serai jamais fétichiste de savoir s'il faut l'ouvrir telle année ou telle année. La seule chose que je dis, c'est que nous ferions une faute gravissime en ne faisant pas cette ligne. Il se trouve que je suis président de Paris Europlace et que lorsque je vois des investisseurs étrangers, sans que je les sollicite, ils me disent qu'une des 3 raisons pour lesquelles Paris n'est pas attractif, c'est l'accès à l'aéroport. Donc, je ne serai jamais fétichiste d'une date. Je ne serai jamais à totémiser quelque chose qui braque des opposants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui disent c'est le transport des riches, etc. Vous le savez très bien que c'est absolument pas le cas. On a un besoin de transport du quotidien, et nous travaillons beaucoup sur la ligne 17 qui dessert le nord de l'Île-de-France, mais on a aussi besoin d'un transport pour les touristes. Donc, bon, on avait donné notre promesse de le faire pour les Jeux Olympiques. Apparemment, des promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent, eh bien, on va peut-être décider autre chose, je ne sais pas. ADP n'en fera pas une maladie. La seule chose que nous savons, c'est que nous sommes décidés à ce que les travaux du CDG Express ne nuisent pas au transport du quotidien, et que non seulement ils ne nuisent pas, mais qu'ils améliorent, puisque vous le savez, sur le 1,8 milliard que nous avons prévu, il y a 500 millions pour le renforcement de la robustesse du RER B et de la ligne K. Donc, je fais confiance au pouvoir public pour trouver une solution qui permette de respecter les passagers du quotidien, d'honorer les promesses de la France, même si ces promesses sont honorées avec un peu de délai. Encore une fois, il ne faut pas être braqué. S'agissant de votre 3e question, c'est la soutenabilité de la croissance du transport aérien. Donc, je vous ai un peu répondu avec la question sur le climat.
Je pense qu'il faut que nous nous apprêtions à continuer à avoir une croissance très forte du transport aérien pendant les 20 années qui viennent. Et en tout état de cause, les aéroports parisiens seront saturés, ça je vous donne ma garantie, au XXIe siècle. Donc il faut s'apprêter à trouver des solutions nouvelles pour la fin du XXIe siècle et le XXIIe siècle. On ne peut pas, on ne construira pas un nouveau Charles de Gaulle, on ne construira pas un nouvel Orly. Orly, vous le savez, est plafonné à 250 000 mouvements, nous sommes aujourd'hui à 235 000 mouvements. Donc même si les avions grossissent, même si le taux d'emport s'accroît, nous trouverons des limites naturelles à cette croissance. Madame Bonnefoy, vous avez eu réponse à vos questions. Monsieur le Président, l'échéance des Jeux Olympiques a quand même été une des raisons mises en avant pour faire le Charles de Gaulle Express. C'est un engagement aussi de la France quand même par rapport au fait d'avoir les JO, de dire on va être capable d'offrir cette infrastructure pour les JO. Est-ce que ça pose pas un problème si on ne respecte pas cette échéance? Problème soit juridique, moral, et puis pratique, parce que comment va-t-on remplacer cette infrastructure si elle n'existe pas pour l'échéance des JO qui amènera, comme nous l'espérons tous, beaucoup de monde? Écoutez, moi je ne veux pas m'hisser au-dessus de ma condition. S'agissant d'ADP, nous sommes investisseurs avec la Caisse des dépôts et SNCF Réseau pour faire un lien direct avec la plateforme. Nous avions noté qu'il y avait cette promesse pour les Jeux Olympiques. Ce n'est pas nous qui l'avons faite, ce sont les pouvoirs publics, donc je ne ferai pas d'autres développements. Parfait. Je n'ai pas répondu à Madame Bonnefoy sur les développements internationaux, mais sachez que les pays sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, ce sont la Bulgarie et le Japon. Monsieur Boyer, pour 1 minute 30. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais rester assez pragmatique et revenir aux conditions d'accueil et d'accès pour les passagers, en particulier sur Orly. Il y a donc une mission de transport aérien aménagement du territoire qui s'est constituée ici au niveau du Sénat et qui parle beaucoup des conditions d'accueil des avions sur les petites lignes, qu'on appelle les petites lignes, les lignes intérieures. Alors, quelles améliorations vous prévoyez sur les relations en particulier avec Air France et Hop ? Parce qu'on a cru comprendre que ce n'était pas toujours très simple. Quelles améliorations des délais pour les passagers entre le moment d'atterrissage, le moment du débarquement, le moment des liaisons en bus aussi des fois pour les passagers qui augmentent très sérieusement les temps de transfert. Quelles améliorations aussi en termes d'accès pour les taxis et le temps aussi qui est perdu pour les passagers. Deuxième question, l'amélioration de la lisibilité sur les terminaux, en particulier à Orly, puisqu'elle a été modifiée, mais c'est pour des passagers qui n'ont pas trop l'habitude, c'est une totale illisibilité. En particulier les deux terminaux ouest et sud qui ont été dernièrement rassemblés. Donc il y a une signalétique qui est très complexe et qui, à mon avis, nécessiterait d'être simplifiée pour une bonne lecture et un bon fonctionnement. Dernier point concernant les contrôles de sécurité. C'est bien compréhensible, bien sûr qu'il y en ait, mais c'est quand même très contraignant pour des passagers qui sont habitués. Et, il existe en particulier au Canada et au Québec un système de reconnaissance faciale. Est-ce que c'est des choses qui vont être mises en place ici en France? Merci. Monsieur le Président. Merci, Monsieur Boyer. Alors, sur les lignes OSP, vous avez complètement raison, c'est un de nos talons d'Achille. Donc, nous avons réaménagé 48 postes avions de façon à pouvoir avoir des infrastructures modulaires permettant d'accueillir des gros et des petits modules. Je vous donne un exemple. Sur la ligne d'Aurillac, on a accru de 17 points le taux de poste au contact. Alors, vous allez dire, c'est pas encore le paradis, mais on était à 31% d'avions au contact, on est passé à 48%, 1 sur 2. Donc, nous travaillons beaucoup avec Air France et le fait qu'on ait ouvert la Orly 3, qui nous donne 8 postes avions gros et moyens porteurs à terme, va nous permettre de libérer des postes Schengen, donc des postes pour les OSP, à Orly 1 et 2. Ça, c'est pour votre première question. S'agissant que les bus, quand les avions sont au large, c'est de la compétence des compagnies aériennes. Alors, ça ne veut pas dire que je me défausse, mais la qualité de service des bus, c'est les compagnies aériennes. S'agissant des parkings, ce qui est peut-être
être mal compris par les personnes, c'est qu'effectivement, pour accéder à Orly 1, le décrochage se fait beaucoup plus en amont de l'aéroport. Alors on a essayé de faire une signalétique qui soit aussi claire que possible. Apparemment, ce que vous me dites, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait réussi. Mais l'accès à Orly est suffisamment, on va dire, pour prendre un terme un peu vulgaire, plat de nouilles, pour qu'on ait pris sur nous de ne jamais reconstruire le Hilton. Vous savez, il y avait un Hilton quand vous arriviez à Orly sur la droite. La concession arrivait à expiration, donc on l'a détruit. Et on ne va pas le reconstruire pour pouvoir faire des voies d'accès qui soient plus amicales pour les passagers. Donc c'est un point d'attention. Il y a un autre point d'attention qui sont notamment les cars pour les seniors. Nous avons mis en place des nouvelles installations pour qu'il n'y ait aucun passager qui ait plus de 10 minutes de marche, dans le cas le pire, à Orly. Donc je pense que les échos que vous donnez là sont de gens qui ont été un peu perdus, mais normalement avec notre signalétique P1, P2, P3, P4 qui sont en face d'Orly 1, Orly 2, Orly 3, Orly 4, nous aurons quelque chose qui sera clair et à partir du 7 juin, nous allons mettre en place un nouveau rond-point qui va faciliter ces accès. S'agissant de la sécurité, nous avons la reconnaissance faciale à Paris déjà. Alors, vous ne l'avez peut-être pas encore vu à Orly parce que vous n'avez pas pris. Quand vous êtes allé à Orly, vous prenez toujours des lignes domestiques, donc vous n'êtes pas contrôlé pour vos passeports. Mais si vous prenez des lignes internationales, vous aurez l'arco facial. Merci, M. Boyer. Vous avez eu réponse à vos questions. Non, mais sur la question des seniors, effectivement, on pourrait peut-être envisager d'améliorer la circulation de voiturettes ou autres dans l'aéroport. Parce que pour les gens qui sont à mobilité réduite ou qui sont âgés ou qui sont fatigués, d'une manière générale, dans les aéroports, on a quand même des distances de plus en plus grandes à parcourir. Et c'est vrai que dans certains aéroports, on a peut-être plus de facilité en termes de voitures au sein de l'équipement. Donc je ne sais pas si c'est une piste dans vos réflexions ou dans vos évolutions, mais je crois que là aussi il y a des marges d'amélioration. C'est là où on touche du doigt le fait que l'aéroport c'est un hôtel où les gens ne dorment pas et c'est aussi un endroit où il va y avoir de plus en plus de seniors dont il faudrait éviter qu'elles ne détournent les services des personnes handicapées à mobilité réduite. Je vous résume les choses, mais il y a beaucoup de gens qui sont tentés d'abuser et qui disent à partir du moment où je dis que je suis handicapé, j'ai droit à une petite voiture et à passer les filtres beaucoup plus vite. Donc on a un problème qui est qu'il y a beaucoup de personnes valides qui se déclarent handicapées pour avoir le droit à une voiture et à un chevalier servant ou une chevalière servante. Bon. Ça, c'est une difficulté que nous avons. Mais évidemment, cette difficulté, elle sera accrue si on n'est pas capable d'assurer des services de bonne qualité. Donc je vous donne un exemple. On a des référentiels de qualité de service de ne jamais avoir plus de X mètres à faire sans travelator. Et nous-mêmes, avec nos équipes, on se bat au quotidien parce que quand on fait un nouveau terminal, la tentation des équipes, c'est toujours de dire oui, mais c'est le référentiel, mais en fait, on ne va pas le faire. Et donc, on se bat avec toute l'équipe de direction qui est à côté de moi pour que dans tous les nouveaux terminaux, on ait bien des travelators qui permettent de respecter la qualité de service attendue par ces personnes. Merci, Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez salué la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Pacte qui a validé le principe de la privatisation du groupe ADP et vous venez de dire d'ailleurs que pour vous, cela représente une chance pour l'établissement. J'aurais deux questions. Dans la perspective de cette privatisation, comment pourrez-vous concilier les intérêts industriels avec ceux des actionnaires qui peuvent parfois être divergents? Et ma deuxième question, comment pourrez-vous concilier les exigences environnementales et le bien-être des populations riveraines qui sont très inquiètes? Vous avez précisé tout à l'heure qu'une des préoccupations des actionnaires est la rentabilité, ce qui paraît normal. Cela suppose donc une augmentation des vols. Et donc, il ne semble pas conciliable avec les problématiques que je viens d'évoquer, et en particulier avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre et des impacts environnementaux. Je vous remercie. Merci, Mme Tocqueville, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame. Alors, vous avez bien noté la dépêche AFP qui traduisait pas tout à fait bien mes propos. Les propos que j'avais dit, c'est bien ceux que j'ai dit ce matin devant vous, c'est-à-dire que je salue les considérants qui disent que nous sommes en concurrence dans la décision du Conseil constitutionnel. Mais sur le fond,
j'ai dit que la privatisation pouvait être une chance. Je n'ai pas dit que c'était une chance. J'ai dit que ça pouvait être une chance. Et je vous le redis, nous avons toujours gardé une santé mentale intacte en ne nous identifiant jamais à la privatisation. Donc, nous sommes capables de gérer l'entreprise avec un actionnaire public. Je pense vous l'avoir démontré. Donc, on n'a pas besoin d'un actionnaire privé pour faire mieux. La seule chose qu'on dit, c'est que si on a un actionnaire privé, c'est pas interdit qu'on fasse mieux, comme avec un actionnaire public. La seule différence, la vraie différence, qui est une différence mécanique, qui est une différence, je dirais presque organique, c'est que lorsque vous avez un de vos actionnaires, quel qu'il soit, qui, par définition de la loi, ne peut pas descendre en dessous de 50%, il y a certaines opérations de développement qui ne sont pas autorisées. Si demain matin, nous voulions, par exemple, fusionner avec une grande compagnie d'aéroport mondial, par échange de titres, qui suppose un tout petit peu de dilution, que l'État, par exemple, passe de 52 à 48 ou 52 à 55, ça ne serait pas possible. Mais au fond, si on regarde bien, c'est la seule différence. Sinon, les collaborateurs qui se lèvent le matin pour améliorer la qualité de service, qu'ils soient un actionnaire public ou privé, c'est pareil. La rentabilité de l'aéroport, de toutes les façons, nous sommes plafonnés au coût moyen pondéré du capital. Si nous étions en 2012 et que notre rentabilité était de 2 points inférieurs au coût moyen pondéré du capital, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains pourraient dire « Ah oui, mais c'est une boîte publique, elle est incapable d'être performante, etc. Il faut la privatiser. » On ne peut pas dire ça aujourd'hui. On ne peut pas dire ça. Notre rentabilité va continuer à croître, je l'espère, parce que nous allons progresser dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'activité internationale. Mais je vous le redis, madame, notre entreprise a vocation à se développer, quels que soient ses actionnaires. Et la loi Pacte que vous avez votée autorise à ce qu'elle se développe bien, aussi avec un actionnaire privé, puisque l'État aura tous les leviers, tous. Il en aura même plus qu'avant. Donc, je pense qu'il sera possible à l'entreprise de concilier les intérêts industriels de son développement et les intérêts environnementaux dans ce dialogue avec les parties prenantes qui, de toutes les façons, sera permanent. Nous allons nous-mêmes créer un comité des parties prenantes. Au sein du conseil d'administration, nous allons probablement créer un comité de responsabilité sociale et environnementale, quoi qu'il arrive. L'empreinte territoriale de l'aéroport est tellement importante que le Parlement ne sera jamais dessaisi de son regard sur le nombre de vols, les conditions dans lesquelles s'exercent ces vols, etc. Et donc, nous pouvons prévoir pour les années à venir, en France comme dans tous les pays du monde, des débats politiques sur la soutenabilité du développement du transport aérien. Merci. Actionnaire public ou privé. Madame Tocqueville, pas de... Merci, Monsieur le Président. J'ai donc bien noté qu'il n'y a pas besoin d'un actionnaire privé pour faire mieux. Je vous remercie. Monsieur Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Romanet, merci pour votre exposé sur cette belle entreprise. Moi, je voulais revenir sur les questions environnementales. Vous avez fait part de l'engagement d'ADP pour l'objectif bas carbone à un horizon à court terme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les engagements d'ADP sur la transition énergétique et le positionnement d'ADP par rapport à ses concurrents au niveau international? Est-ce qu'on est beaucoup plus vertueux que d'autres dans ce domaine tout à fait essentiel? Et quelle est votre réaction sur le mouvement honte de prendre l'avion qui se développe de plus en plus, les gens qui ne veulent plus prendre l'avion pour préserver la planète, qui est un mouvement de plus en plus en vogue? Merci. Monsieur le Président. Alors, en fait, ma réponse à vos deux questions va être marquée sous le même chapeau, c'est-à-dire que je n'aime pas les donneurs de leçons ni les faiseurs de morale. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on est les plus beaux, les plus forts, etc. en matière de transition énergétique, ça vous énerverait, et en plus, vous me prendriez pour un menteur. Donc, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que on est, dans le groupe ADP, très attentif à développer ce qu'on appelle notre certification carbone, c'est-à-dire qu'on est très attentif à ce que tous nos aéroports soient à terme neutres en émissions carbone. Et à Charles de Gaulle et à Orly, on est dans le niveau de classification 3, niveau harmonisé en Europe, qui est un des très bons niveaux. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en matière d'énergie?
On a amélioré notre efficacité énergétique de 7% dans les 5 dernières années en diminuant nos émissions de CO2 de 65%. En matière d'eau, on diminue notre consommation d'eau potable de 5% depuis 2014. En matière de déchets, on a atteint 45% de taux de valorisation des déchets et on vise 70% des déchets de chantier en 2020 et 100% de collecte des biodéchets de nos clients en 2020. En matière de construction durable, on vise à ce que 100% de nos bâtiments soient classifiés HQE ou BREEAM. En matière de biodiversité, on est orienté vers la diminution de 50% des consommations de produits phytosanitaires d'ici 2020. Et enfin, en matière d'air et d'émissions, notre objectif, c'est d'atteindre 25% de véhicules hybrides ou électriques en 2020, en sachant que je n'imagine pas qu'en 2030, il y ait un seul véhicule à pétrole sur les tarmacs. Mais ça, c'est du long terme. Donc, alors, je pourrais vous donner beaucoup de détails, mais on sait que de toutes les façons, si nous ne montrons pas l'exemple, on n'y arrivera jamais. Donc, voilà, chaque année, on essaie de faire mieux. Ça, c'est pour l'écologie. Pour stop à l'avion ou honte à l'avion, je dirais que là, c'est un débat politique. Est-ce qu'une partie de la population qui a suffisamment eu de chance dans la vie pour bénéficier des voyages et profiter de ce qu'offre le tourisme, ce qui est le cas des gens qui disent honte à l'avion, est-ce qu'une partie de la population mondiale, donc les Scandinaves qui ont usé et abusé de l'avion, ont le droit un matin de se réveiller en disant à la population mondiale, vous ne prenez plus l'avion? Est-ce que la Suède a le droit d'imposer aux Philippines un comportement en matière de tourisme ou d'utilisation de l'avion? C'est une question politique à laquelle j'ai personnellement une réponse de citoyen, mais qui n'intéresse personne. Donc je pose simplement le problème. Merci. Monsieur Mandelli. Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour le travail que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui à la tête d'Aéroports de Paris, qui était profondément, on ne va pas parler de restructurer, mais en tout cas adapté pour faire face aux enjeux, et notamment sur le plan environnemental, comme vous venez de l'évoquer. Moi, j'ai une question, puisque évidemment, avec la privatisation, gérer la qualité ou l'attrait d'ADP est évident, compte tenu de ce que vous avez évoqué. Moi, j'ai simplement une question sur les investissements qui sont prévus à échéance 2025, donc 6 milliards d'euros sur ces 5 années. Et vous avez indiqué, et c'est ce qui m'interpelle, que pendant cette période, la rentabilité dans le programme allait légèrement baisser. Et est-ce qu'un investisseur aujourd'hui, même si effectivement le projet aiguise les convoitises, suscite beaucoup d'intérêt, est-ce que cette baisse de rentabilité n'est pas, non pas dissuasive, mais pourrait être remise en cause? Est-ce que certains investissements pourraient être remis en cause pour retrouver un niveau de rentabilité qui serait celui qui existe aujourd'hui? Voilà, c'est une question un peu paradoxale, mais même si je suis persuadé que l'intérêt ne se démentira pas, quand bien même cette rentabilité pourrait baisser, mais ça pourrait interpeller ou questionner quelques investisseurs potentiels. Merci, Monsieur Mandelli. Monsieur le Président. Alors, Monsieur Mandelli, votre question me permet de préciser mon propos qui n'était pas clair. Pardon. Quand j'ai dit que la rentabilité allait baisser, c'est la rentabilité du secteur régulé. C'est-à-dire le secteur, on va dire, entre guillemets, monopolistique, même si je vous l'ai dit, on est en concurrence. Bon. Donc tout ce qui est terminaux, pistes, etc. Cette rentabilité, elle est capée par la loi. Et donc le fait qu'on ait atteint le niveau du coût moyen pondéré du capital dès 2019, et qu'on va légèrement le dépasser en 2020, nous autorise ensuite à baisser un peu. En revanche, les autres activités de l'entreprise, le développement international, l'immobilier et les commerces vont se développer. Ce qui veut dire que lors de la journée des investisseurs du 5 avril, nous avons présenté des projections qui expliquaient que notre ambition était d'accroître le résultat opérationnel courant et l'EBITDA de l'entreprise d'ici 2025 entre plus 40 et plus 60%. Et peut-être même que le résultat net pourrait augmenter un tout petit peu plus vite. Donc pour aujourd'hui, un investisseur qui voudrait acheter le titre ADP, il a connaissance par tous les documents que nous avons présentés le 5 avril, qui sont sur le site de l'entreprise et qui sont à disposition de tous les investisseurs, il a connaissance du fait que
le management estime qu'aux conditions de température et de pression actuelles, et compte tenu des prévisions que nous avons sur le contrat de régulation économique numéro 4, nous pourrions avoir une croissance du résultat net égale ou légèrement supérieure à la croissance de l'EBITDA et du ROC entre plus 40 et plus 60%. Donc vous voyez que les perspectives de croissance de l'entreprise en matière de rentabilité demeurent. Merci. Monsieur Gontard. Oui, merci. Moi, je voulais revenir donc sur vos déclarations, donc sur votre accord avec ce que vous avez déclaré avec la loi Pacte et avec la privatisation. Et ce que vous avez pu répondre, tout en disant que je suis ici, tout en expliquant que, en gros, il n'y avait pas de réelle différence entre un fonctionnement privé et un fonctionnement avec une participation de l'État. Je voudrais quand même rappeler que la différence, c'est quand même que l'État empoche des dividendes et a priori à peu près 130 millions d'euros par an. Donc c'est quand même pas une petite différence, c'est une autre façon de voir les choses. Et donc j'avais une question, puisqu'on a quand même un précédent avec l'aéroport de Toulouse qui a été privatisé, et donc d'avoir votre avis sur cette privatisation qui, on peut dire, c'est pas très bien passé. Et donc selon vous, justement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec l'aéroport de Toulouse? Et puis une deuxième question vous avez répondu sur la taxe sur le kérosène avec le problème de concurrence. Je voulais avoir votre avis sur une taxation sur les billets, et notamment en s'appuyant sur la taxe Chirac. J'ai vu que récemment, je crois hier, dans la loi L'Homme, un amendement avait été adopté pour que le surplus de la taxe Chirac soit reversé à l'AFITT. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Gontard. Alors, sur votre première question, c'était donc sur la rentabilité de l'entreprise. Alors, moi, quand je vous disais que actionnaire public ou privé, c'était vu du côté de l'entreprise. Mais c'est vrai que du côté de l'État, au fond, c'est un actionnaire qui peut utiliser son argent comme il le juge utile. La position exprimée par le ministre de l'Économie était de dire que, finalement, ADP a un modèle économique qui lui permet d'avoir une rentabilité raisonnable et prévisible, qui permet de le vendre à un bon prix. Inutile de vous dire que si d'aventure un jour il y avait privatisation, comme nous l'avons montré le 5 avril, nous veillerions à ce que l'entreprise soit présentée sous son vrai jour pour que l'investisseur paye le vrai prix. Mais c'est vrai que si on veut, dans la course à l'intelligence artificielle, dans la course à l'innovation technologique, pouvoir avoir des innovations de rupture, il faut peut-être que l'État ne s'en désintéresse pas. S'il n'y avait pas eu le ministère de la Défense américain, on n'aurait jamais eu d'iPhone. Donc, la démarche du gouvernement est une démarche qui consiste à dire « je vais essayer de tirer le maximum d'argent d'ADP ». Bon, ce n'est pas très agréable pour nous qui sommes un peu des objets mais voilà, c'est la vie. Je vais essayer de tirer le maximum d'argent d'ADP et cet argent-là, je vais l'investir dans des technologies de rupture pour permettre à d'autres entreprises d'avoir un rythme de croisière. Bon, donc, ça, c'est le débat politique dans lequel je ne vais pas rentrer. S'agissant de Toulouse, c'est compliqué parce qu'en réalité, il y a eu beaucoup de fantasmes, me semble-t-il. D'abord, je veux rendre justice à l'équipe de management de Toulouse. Je veux rendre justice à Madame Hydra, qui a été présidente de Toulouse. Les habitants de Toulouse vous diront que l'aéroport s'est amélioré en qualité de service. Et je ne crois pas que les habitants de Toulouse soient malheureux du fonctionnement de l'aéroport. Bon, ce qui est vrai, c'est que l'actionnaire de Toulouse était une personnalité qui vient d'un pays lointain. Donc les personnalités des pays lointains, on a souvent tendance à les prendre comme bouc émissaire, surtout quand ils viennent de Chine. Et ensuite, cette personne a eu des problèmes avec la justice de son pays, semble-t-il, a disparu, etc. Donc on s'est dit, on n'a pas été très vigilant sur la personne à qui on vendait. Alors, je reconnais que ce n'est pas satisfaisant, je ne connais pas les détails du dossier. Ce qui est clair, c'est qu'on a fait le reproche aux nouveaux actionnaires de Toulouse d'avoir prélevé des dividendes. Mais l'honnêteté commande de dire que tous les candidats à l'achat de Toulouse, y compris ADP, avaient prévu dans leur plan d'acquisition de prélever ces dividendes parce que l'aéroport a été vendu très cher et l'entreprise avait plein de trésorerie. Donc, dans tous les plans d'acquisition de Toulouse, quel que soit l'acheteur, ça aurait été Vinci, ADP, FH, ce que vous voulez,
l'acheteur aurait fait la même chose. Donc, ce qui n'a pas marché, me semble-t-il, dans la privatisation de Toulouse, c'est qu'à un moment ou à un autre, personne n'a été en mesure d'identifier que l'acheteur pouvait créer une grande inquiétude. Il se trouve que ça n'a pas été le cas, puisque finalement l'aéroport était bien géré, mais je conviens du fait que quand on privatise un actif aussi important, il faut prendre garde à qui l'on vend. Merci, Monsieur Pelva. Merci, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur Gontard, vous vouliez répondre? Avec l'attaque Chirac. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le transport aérien est déjà très taxé. Et le transport aérien est un monde qui s'auto-entretient. Encore une fois, un des privilèges énormes, par exemple, du monde de l'aéroport, c'est que nous pouvons entretenir nos équipements. Il n'y a pas de problème de maintenance et nous y veillons. Vous savez que ce n'est pas le cas du ferroviaire. Donc, introduire un pipeline de financement de l'aérien vers le ferroviaire représente un mouvement qui appelle des considérations politiques qui ne sont pas du ressort d'ADP. Mais je fais juste observer que le transport aérien est déjà très taxé. J'ai encore 7 demandes de prise de parole, donc compte tenu des contraintes horaires du président d'ADP, il faudra peut-être, Monsieur le Président, que vous ayez des réponses plus courtes pour que chacun puisse poser ses questions. C'est compte tenu de vos contraintes que je suis obligé de rappeler cela. Donc je donne la parole à Monsieur Pelva. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Président de Romanet. Vous avez mentionné vouloir faire des gains de productivité dont l'objectif est de diminuer les coûts d'exploitation tout en améliorant la qualité de service par plus d'agents d'ASCUL. Ce qui est bien parce que récemment, dans le classement AirHelp Score, les aéroports de Roissy et Orly figurent parmi les pires plateformes. Où ces gains de productivité peuvent exister. Également, je rebondis sur le point de M. Boyer concernant la reconnaissance des SAS, enfin les SAS de reconnaissance faciale. Ce matin, à Roissy, il y en avait 1 sur 8 qui fonctionnait, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les autres aéroports où c'est plutôt la norme, c'est tout fonctionne. Donc, ce qui crée aussi des engorgements. Également, une dernière question. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'ACI a contesté la méthode de calcul du coût capital moyen pondéré effectué par ADP, sur lesquels vous avez justement été retoqué? Je vous remercie. Monsieur de Romanet. D'accord. Alors, s'agissant des gains de productivité de l'entreprise, par exemple, je vais vous donner un seul exemple. Nous avions 128 lieux de stockage d'entreprises de pièces détachées. Ce qui veut dire que, d'une part, on surstockait, et d'autre part, il y avait parfois des disparitions pas très explicables. Je sais pas, des prises électriques, des groupes électrogènes, etc. On a mis en place une direction qui s'appelle CTLog pour améliorer la logistique d'entreprise et grâce à des systèmes d'information beaucoup plus en temps réel, on a réduit à une dizaine le lieu de stockage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une passerelle est en panne et qu'on a besoin d'un nouveau vérin hydraulique. Eh bien, on l'a en temps réel, puisqu'on a amélioré le système d'information, mais on ne l'a pas dans 128 endroits. Donc ça, c'est un exemple de gain de productivité. Sur les paraphes, le mois de juin est un mois de transition pour certifier la reconnaissance faciale des équipements Gemalto. C'est un mois de cauchemar. Pardon de vous le dire, mais la situation que vous décrivez ce matin n'est pas acceptable. Et bon, j'espère que ça sera bientôt un mauvais souvenir. Enfin, l'autorité de supervision indépendante avait pour ambition de revenir sur le fait qu'un contrat de régulation économique fixait un CMPC fixe pour 5 ans. Et l'autorité de supervision a souhaité l'examiner chaque année. C'était là que figurait notre point de désaccord. Cela dit, nous avons revu un peu notre copie et l'autorité de supervision indépendante a approuvé nos tarifs pour l'année 2019. Donc le désaccord était assez mineur. Merci. Monsieur Penzec. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Romanet, vous voyez que la problématique de la privatisation ou de la non-privatisation nous préoccupe. C'est vrai que nous sommes un certain nombre à penser que l'entreprise privée est beaucoup plus efficace au quotidien pour gérer ce secteur d'activité, comme d'autres d'ailleurs. Cependant, compte tenu du caractère très stratégique des aéroports, il est difficile d'imaginer que la puissance publique ne puisse pas exercer, ne puisse pas continuer à exercer un contrôle. Vous l'avez évoqué d'ailleurs à l'instant. Il y avait une hypothèse qui avait été émise
que les collectivités locales, les départements en particulier, participent à l'actionnariat? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours dans le circuit? Et deux choses peut-être moins importantes, en ce qui concerne l'image. Bientôt, nous allons accueillir les Jeux Olympiques, et c'est vrai que si même vous avez fait un effort d'entretien autour des aéroports, c'est notable. Plus en amont, c'est que les circuits routiers sont comme très négligés et très peu entretenus. Est-ce que vous avez un programme d'action ou des conventions qui seraient passées avec les différents départements pour que, lorsque les touristes arrivent, ils ne soient pas accueillis dans un environnement pour le moins inesthétique? Et dernière chose, je trouve que vous faites des contrôles qui sont très approfondis et c'est rassurant pour les personnes qui voyagent souvent. Cependant, je ne suis pas sûr que les personnes voilées fassent l'objet d'un contrôle aussi exigeant. Est-ce que vous pourriez nous rassurer sur ce que vous comptez faire pour ce problème particulier? Merci, M. Pemezec. Monsieur le Président. Alors, M. Pemezec, pour être court, je ne vais pas répondre à votre première question, mais il me démangerait de vous expliquer qu'un des problèmes de notre pays, c'est que justement, en pratique, il ne devrait pas y avoir de différence entre une gestion publique et une gestion privée. La gestion, elle est efficace ou elle n'est pas efficace. Et notre fierté, c'est d'essayer d'avoir une gestion efficace avec un actionnaire public. Ce n'est pas parce qu'on est public qu'on n'est pas efficace. Pardon. Bon. Alors, je mesure bien le côté paradoxal de ma réponse et je vais m'arrêter là parce que sinon, je sors de mon rôle. Deuxièmement, collectivité locale, la réponse est oui. Votre Assemblée a voté qu'elle pouvait être dans l'actionnariat d'ADP. Et donc, elles sont les bienvenues si elles veulent venir. Troisièmement, les circuits routiers, vous le savez, nous gérons 275 km de route à Charles de Gaulle, mais au-delà de l'hôtel Hayat, c'est plus nous. Donc, je ne peux pas vous dire plus. On essaye de donner un coup de main. On a donné une contribution volontaire lorsque le préfet d'Île-de-France, il y a 3 ans, a voulu nettoyer l'autoroute A1. Quand il y avait trop d'inondations sur le réseau routier national, on a payé 150 000 € l'an dernier pour se dépêcher d'arrêter la flaque d'eau qui menaçait l'aquaplaning la nuit, tout ça, mais voilà, on ne peut pas tellement faire plus. Sur les femmes voilées, le directeur général de l'aviation civile donne les prescriptions des personnes qui font les postes d'inspection filtrage. Et il ne supporterait pas que vous lui citiez un cas où elles ne sont pas contrôlées comme les autres. Cela dit, si vous avez des cas, vous me les signalez, je lui transmettrai. Merci, Monsieur De Nicolaï. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, juste une question sur le développement international de l'aéroport de Paris. Est-ce que ce sont des opportunités, si je puis dire, économiques ou financières, ou c'est une véritable stratégie indispensable au développement d'ADP, de l'entreprise ADP? Merci, Monsieur le Sénateur. La réponse est que c'est une véritable stratégie. Pourquoi ? Parce que dans la série des 4 parties prenantes que je décrivais au début, il me semble que le développement international est de nature à satisfaire les actionnaires, parce qu'on va chercher la croissance mondiale là où elle est, satisfaire les salariés, parce que ça leur donne des possibilités de carrière internationale, et pour des jeunes recrues, le fait de pouvoir avoir quelques expériences à l'international est extrêmement précieux. C'est bon pour nos territoires parce qu'en accroissant les contacts avec des pays étrangers, on acquiert des connaissances nouvelles, on a des synergies de performance. Et enfin, c'est bon pour nos clients parce qu'en créant un réseau d'aéroports, on peut créer aussi un réseau de services et d'hospitalité qui soit plus satisfaisant. Je vais vous donner un exemple. Nous espérons qu'on va pouvoir amener plus de Français à aller voyager en Jordanie, plus de Français à aller voyager au Chili, plus de Français si on gagne l'aéroport de Bulgarie à Sofia, plus de Français au Japon, parce qu'à terme, on va développer cette marque ADP qui fera que vous saurez que si vous allez visiter la réserve naturelle d'Hokkaido au nord du Japon, vous serez accueilli dans une ambiance gérée par des Français, avec des services auxquels vous pouvez vous attendre. Une des difficultés de l'aéroport, c'est qu'en fait, comme c'est un métier tout à fait nouveau, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre dans un aéroport. On ne sait pas que derrière le rideau, il y a plein de gens qui sont prêts à s'occuper de vos enfants si vous voulez, vous avez besoin d'un système de nurserie, à vous traduire dans toutes les langues ce dont vous avez besoin, etc. Donc notre idée, c'est de passer d'une démarche d'aéroport commodité à un aéroport hospitalité. Et donc de créer une espèce de chaîne d'aéroports mondiaux. J'ajoute que quand nous allons à l'étranger, nous pouvons emmener avec nous des BTPistes, des constructeurs de tours de contrôle, des constructeurs de people movers, c'est-à-dire de petits trains pour le transport de passagers, et puis aussi des ingénieristes.
Vous le savez, un des atouts de la France, c'est les constructeurs d'aéroports, les architectes. Et le fait d'avoir un réseau international est de nature à créer beaucoup d'emplois pour les jeunes Français. Merci. Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. L'image de la France à travers le monde, plus qu'ADP, c'est quand même un peu Air France. On n'en a pas beaucoup parlé. Et je voudrais vous questionner sur les problèmes long courriers, notamment, puisque le hub de Air France est en France, évidemment, à Paris, et essentiellement à Orly et à Roissy. Et ils sont en concurrence, évidemment, avec des compagnies aériennes dites du Golfe et d'Asie du Sud-Est, qui n'ont pas du tout les mêmes règles du jeu, puisque leurs pays respectifs investissent beaucoup directement, notamment dans les aéroports. Alors ça génère une concurrence déloyale, notamment pour notre compagnie aérienne, mais également les compagnies aériennes européennes, Lufthansa ou autres. Donc est-ce que vous avez réfléchi à ce sujet et est-ce qu'il y a des moyens pour que effectivement les accords entre ADP et Air France tiennent compte également de ce phénomène? Monsieur le Président. Alors, le devoir d'un aéroport, c'est de gérer toutes les compagnies sur un pied d'égalité. Donc, a priori, je dirais de façon provocatrice, la réponse est non. Naturellement, dans la vraie vie, nous savons que Air France est un client extrêmement important pour nous, puisqu'il y a plus de 50% de notre trafic. Donc, nous sommes extrêmement attentifs à ce que ce qui fait la spécificité de Paris, et notamment de Charles de Gaulle, qui est le hub, avec les temps de connexion, soient les plus optimisés. Donc, nous attachons beaucoup de prix à améliorer les parcours de connectivité, la signalétique de la connectivité, et puis aussi les services. Je veux donner un exemple. De mes premières décisions en arrivant à ADP, c'était de savoir si oui ou non, on faisait ce qu'on appelait un centre de correspondance longue au terminal 2E. Un espace de 4000 m² qui est un lounge quand vous êtes en correspondance. Alors au début, moi je ne connaissais pas grand-chose, et on me dit ça coûte 15 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher, on va avoir 0 recette. C'est vrai. Quand nous avons financé ce centre de correspondance longue avec un lounge de 4000 m², un hôtel au fond du lounge, etc., ça coûtait 15 millions sans recette. Sauf que, quand quelques années après, on a inauguré ce lounge, et que j'ai vu un passager qui m'a dit, écoutez, depuis qu'il y a ce lounge, ma vie est transformée, parce que j'arrive de Russie, mais simplement mon avion a eu 3 heures de retard parce qu'il y avait de la neige à Saint-Pétersbourg. Et comme je vais en Colombie, eh ben, je vais devoir passer 24 heures dans votre aéroport. Et comme je n'ai pas de visa pour rentrer dans Paris, dans l'ancien système, je passais 24 heures dans des salles d'embarquement sur les sièges poutres, vous savez, hein, très confortablement. Maintenant, on a 4000 m² pour les passagers en correspondance. Ça, c'est typiquement un service qui, de facto, profite à 98% aux clients d'Air France et qui est payé à 100% par ADP et toutes les compagnies. Bon. Donc, vous voyez, normalement, c'est le level playing field, mais il se trouve que, comme Air France est un de nos très gros clients, nous avons un dialogue avec eux qui est particulièrement nourri. Merci. Madame Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais exaucer votre vœu et je vais être très rapide dans mon propos puisque je voulais interpeller Monsieur le Président Romanet sur, bien évidemment, la question de la privatisation d'ADP. Donc, je n'y reviens pas, simplement pour remercier Monsieur le Président Romanet pour sa démonstration qui montre que la privatisation d'ADP n'est ni utile ni nécessaire, puisqu'en termes de rentabilité, ADP public fonctionne bien et se projette en termes de développement. Simplement, Monsieur le Romanet, si vous le permettez, je voudrais faire un petit commentaire, parce que quand je suis arrivée, vous parliez de la ligne Charles de Gaulle Express et vous avez eu des propos qui m'ont heurté quand vous avez dit que les opposants à cette ligne ne comprennent pas. Je ne peux pas laisser dire ça. Les opposants à la ligne Charles de Gaulle Express comprennent très bien de quoi il s'agit, tout simplement parce que ce sont des usagers du quotidien de la ligne B du RER. Et ils ne font pas qu'être opposants au Charles de Gaulle Express, et ils sont tout aussi intéressés par le développement économique de notre pays. Ils ne sont pas donc simplement des opposants, puisqu'ils ont des propositions alternatives et que celles-ci ne sont pas entendues. Monsieur le Président. Alors, Madame Assassi, il n'est pas exact de dire que j'ai dit que la privatisation n'était ni utile ni nécessaire. Pas du tout. C'est vous qui le dites. Mais en revanche, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il était loisible à notre actionnaire de considérer qu'il pouvait mettre son argent ailleurs. Et on peut même se demander si ce ne serait pas une bonne idée
pour financer des innovations de rupture. En tout cas, c'est la position du ministre de l'économie et des finances qui, à titre strictement personnel, me paraît recevable. Voilà pour cette audition d'Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroports de Paris, qui est donc auditionné aujourd'hui par le Parlement en vue de son renouvellement. Augustin de Romanet qui est favorable au principe d'une privatisation d'ADP, mais qui avertit aussi, dans le cadre de cette privatisation, il faut que tout le monde y trouve son compte, les clients, les contribuables, mais aussi le territoire, en étant attentif à la création d'emplois. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.